Bonjour à tous. Alors on va vous parler de la guerre des frameworks. Quand on parle agilité à l'échelle, le premier réflexe, la plupart du temps, c'est quel framework d'agilité à l'échelle je vais utiliser. On va essayer de dépasser cette vision-là. Déjà, nous sommes deux à vous présenter cette conférence. Isabelle. Moi, je suis Isabelle Roch. Je pratique les pratiques agiles depuis 2003. En tant que développeur, j'ai commencé sous XP. J'étais plutôt sceptique au départ, je pense comme tous les développeurs peut-être. Et puis finalement, j'ai adopté. Aujourd'hui, je suis coach agile chez Xebia. Et je travaille surtout sur des problématiques d'agilité à l'échelle. Donc Stéphane Guédon, ça va faire 15 ans que je suis coach agile. Alors moi, j'ai pas mis le blouson Xebia ou quoi que ce soit. En fait, il n'y a pas de t-shirt avec la cravate préimprimée. Et j'y tenais quand même. Alors, première question, pourquoi l'agilité à l'échelle? Donc oui, cette image de cet arbre qui grandit un peu en mode fractal avec plein d'éléments agiles, de boucles agiles dans tous les sens, représente bien la problématique qu'on a. En fait, l'agilité... Je pense que maintenant, depuis les années 2000, on a eu suffisamment de mise en œuvre de cette agilité pour être sûr que ça fonctionne. Ça fonctionne même en dehors de l'IT maintenant. Donc ça, c'est une chose acquise. Par contre, on a encore de nombreux problèmes pour gérer la complexité de nos environnements. Deux tout petits sujets que je trouvais intéressants à mettre en valeur, c'est des très gros projets. J'interviens actuellement chez RTE sur un projet important, structurant pour leurs équipes de gestion du réseau. Et ce projet va refondre complètement leurs outils. En mode agile, on vient apporter quelque chose que le cycle en V ne permettait pas, puisqu'on veut intégrer de nouvelles technos, comme le big data, pour être en maintenance proactive plutôt qu'en maintenance réactive. Comment spécifier un truc dont on ne sait pas comment ça va fonctionner, comment on va pouvoir l'utiliser? Là, l'agilité nous permet d'avancer un peu plus au fil de l'eau. Enfin, Orange. Donc, j'ai été très longtemps coach chez Orange. C'est une partie importante de ce que je suis aujourd'hui, même si je suis chez Xebia maintenant. Un projet personne-centrique qui impliquait 50 composants IT différents. Comment agiliser un programme de 50 équipes projets, pas forcément toutes en agile, comment arriver à avoir quelque chose à ce niveau-là? Toutes ces questions-là, l'agilité à l'échelle les adresse. Donc l'agilité à l'échelle est devenue un besoin important. Et Version 1 fait un rapport des pratiques agiles tous les ans. On est au 12e cette année. D'ailleurs, c'est basé sur un sondage ouvert à tous, et le 13e a commencé juste maintenant, si vous voulez participer. Donc sur les 1500 répondants, la plupart disent appartenir à des grandes entreprises. Et sur ces grandes entreprises, l'utilisation des frameworks d'agilité à l'échelle se répand fortement. Alors, qu'est-ce qu'un framework? Un framework, ce n'est pas une méthode. Comme dans le développement objet, une méthode, c'est un process pour arriver à un résultat défini. Un framework, lui, c'est un ensemble d'outils, c'est un cadre pour arriver à l'endroit où vous voulez. Donc, un framework, ce n'est pas une méthode. Et on apprécie d'utiliser des frameworks. Pourquoi? Parce que c'est testé. D'autres l'ont utilisé avant nous, ont pu faire des remontées, ont pu les adapter, peut-être les faire changer. Donc, c'est rassurant. On gère les risques et les impacts, et puis on évite de réinventer la roue, et on gagne du temps. Alors, on ne va pas vous présenter pendant des heures et des heures chacun des frameworks. On va aller très très vite sur toute cette partie-là. Déjà, un petit peu d'horizon. Le premier framework à l'échelle, c'est Scrum of Scrum. Ça existe depuis super longtemps. C'est aussi vieux que Scrum. Depuis, on voit le nombre de frameworks qui apparaissent augmente. Safe, Discipline Agile Delivery, LESS, Nexus, Scrum at Scale. Certains évoluent, d'autres moins. Et puis, on a même des ovnis comme l'Open Space Agility, qui n'est pas en soi un framework, mais une manière d'accoucher de son propre framework.
On voit qu'aujourd'hui, depuis ces 3-4 dernières années, ça foisonne. Tous ou presque, alors c'est des sujets qu'on a sélectionnés, tous ou presque cherchent à adresser plusieurs équipes, un grand nombre d'équipes, plus ou moins la planification à long terme, la notion de feature team. Après, est-ce que les équipes doivent travailler en Scrum, en Kanban, en XP? La gestion des dépenses, c'est les nerfs de la guerre de ces frameworks. Est-ce que c'est une solution à appliquer à l'entreprise? Orienter produit avec de l'innovation managériale, l'intégration continue, le DevOps, on en a parlé dans la keynote d'ouverture, et enfin, tout ce qui est architecture et design. Ce sont les sujets qu'on a voulu mettre en avant pour voir quels étaient les apports, voire les impacts. Allez, on va commencer par peut-être le plus connu. Commençons par Spotify. Donc Spotify, déjà, ce n'est pas un framework, c'est un Rex, ce qui a été publié, on va dire, par Henrik Nyberg, un des coachs qui a participé à le faire émerger. Ça fait à peu près 10 ans que Spotify fait évoluer les pratiques agiles. Et ils sont partis de 250 personnes en 2012 à plus de 2000 personnes aujourd'hui. Donc forcément, ça a évolué. Ils sont organisés en tribus, 30 tribus, et des tribus, c'est un ensemble d'équipes. Alors une tribu, déjà, premier point, c'est entièrement colocalisé. Et l'ensemble des équipes, des squads qui font partie de cette tribu ont tous un même objectif commun. Par exemple, accéder de façon rapide à toute la musique du monde entier. Donc dans une tribu, on a un certain nombre de squads, et ces squads sont complètement autonomes et auto-organisés. Elles sont vraiment des feature teams. Elles peuvent délivrer une fonctionnalité en production. Pour ça, il faut quand même une certaine confiance. Il y a chez Spotify la volonté vraiment, on parlait de gestion des dépendances, de limiter le plus possible les dépendances auprès des équipes. Donc je disais, les squads, elles ont un pouvoir de décision. Il faut que ça soit accompagné par un management qui est agile. Pour ça, on peut s'appuyer sur le management 3.0 de Jürgen Appelo. Ensuite, nous avons les chapters. Ce sont des réseaux de compétences, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui font le même métier et qui partagent sur les pratiques qu'ils ont. On appelle ça de la cross-pollinisation. Ça permet qu'une pratique utilisée dans une équipe peut être réutilisée dans une autre équipe. On a les guildes, qui sont plus des sujets d'intérêt. Les gens se regroupent autour de sujets d'intérêt et à travers tout Spotify. Donc une guilde de test, on n'a pas besoin d'être testeur pour y faire partie. J'ai rajouté ça parce que ça montre l'évolution du framework, pas du framework, du Rex de Spotify. Les infrastructures squad qu'ils ont créées, les Client Platform Squad. 2 équipes au service des équipes pour fournir des outils d'infrastructure, de mise en production, ou des outils pour développer selon une plateforme donnée. Tout ça, ça a été possible vraiment par un redesign de l'architecture de Spotify qui a vraiment insisté pendant 2 ans sur leur redesign de leur architecture pour limiter les dépendances, c'était le maître mot, entre les équipes et pouvoir délivrer séparément. Et aussi sur l'investissement sur leur usine de développement. Et tout ça, ça a apporté leur stratégie qui est très communiquée au sein de l'entreprise, qui est fail fast, learn fast, improve fast. Échouer rapidement, si vous devez échouer, apprendre rapidement, et s'améliorer encore plus vite. Ça, c'est vraiment une stratégie qui donne le droit à l'erreur et donc à l'innovation. Alors ça, c'est pas de l'informatique, c'est du Volvox, c'est une algue. Et j'ai remis ça parce que, comme le Volvox, qui est une colonie d'organismes unicellulaires avec des fonctions différentes, le Spotify est un système vivant qui a su évoluer au cours du temps, basé sur des valeurs d'autonomie, de confiance et d'amélioration continue. Et c'est ça cette culture et cette organisation qui fait que Spotify est très réactif et permet de contrer la concurrence. Donc on voit là, Spotify, c'est pas un framework, c'est une culture avant tout. Est-ce qu'elle va se mélanger avec la nôtre? On verra ça. Less, Large Scale Scrum. C'est du Scrum. C'est une des représentations de Less. C'est Less Huge, c'est comment je peux adresser une foultitude d'équipes. C'est du Scrum, ça reste du Scrum, on retrouve les choses habituelles à l'échelle de l'itération. Comme toujours, on essaye de se projeter 1 ou 2 itérations dans le futur pour avoir de la visibilité. Les éléments clés, la spécificité peut-être par rapport à d'autres frameworks, c'est
l'insistance de revenir sur le principe de Scrum, comme quoi il n'y a qu'un seul Product Owner. Voilà. Donc il n'y a qu'un seul Product Owner. Bien entendu, un Product Owner pour déjà 2 équipes, c'est beaucoup. 3, 4, 6, 8, 12, 20. On voit bien qu'il n'y a personne qui a la capacité de le faire. Donc il va être aidé par des Product Owners locaux, Area Product Owners, qui vont adresser 5, 6 équipes. Là encore, comment un PO peut adresser 5-6 équipes? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est jamais qu'un PO et l'autre un PO de PO. Enfin, c'est... Bon, no comment. Et ben, dans chacune des équipes, on va avoir des relais. Business analyst, développement. Forcément, la rédaction des user stories va être déléguée aux équipes. Derrière LESS, finalement, en termes de framework, de pratique, c'est des choses très simples. Il y a énormément de principes sous-jacents. Vous verrez qu'on en retrouve beaucoup. D'abord, les principes sur mindset. On parle souvent de changement de paradigme dans l'agilité, ou du moins on en parlait. Maintenant, c'est tellement acquis qu'on n'en parle plus. Orienter client, la transparence, etc. Mais aussi des éléments autour de la structure, l'organisation, aplatir les communautés de pratique, le rôle prépondérant du Scrum Master, qui va rendre les équipes autonomes, efficaces. Tout comme Spotify, qui a des coachs pour chacune des équipes, pour rendre l'équipe la plus efficace, lever les obstacles, etc. Ensuite, en termes de management, très proche de management 3.0, mais avec cette notion manager en tant que Scrum Master. Est-ce que le manager, voir le manager comme un Scrum Master? Point d'interrogation. Ce qu'on fait chez Randstad. Ensuite, l'excellence technique. Chez Xebia, c'est quelque chose qui est pour nous essentiel. La qualité prime surtout. Donc, sans excellence technique, sans test, sans clean code, etc., on n'a pas de bons produits. Sans bons produits, ça ne sert à rien de faire de l'agilité. Et enfin, la courbe d'adoption, avec du coaching, avec beaucoup de, de mise en responsabilisation des équipes. La première cérémonie, c'est on enferme toutes les personnes dans une salle avec au mur le nom des équipes, ce qu'elles vont faire, on dit « répartissez-vous ». On voit, il nous faut un certain niveau de culture agile pour pouvoir déployer comme ça le framework. Allez, SAFe. SAFe. Luc en a parlé. Cette image fait peur, c'est le plus documenté, c'est celui qui fournit le plus d'outils. C'est certainement pour ça qu'il a aussi un peu la cote au niveau des entreprises. En tout cas, il propose à différents niveaux, il est configurable selon la taille de l'entreprise. Mais la plupart des entreprises l'utilisent au niveau essentiel, c'est-à-dire un ensemble d'équipes qui travaillent ensemble pour fournir un produit et nourris par le product management pour la valeur métier à apporter. Après, et ça forme un train de 50 à 125 personnes. Après, on peut scaler encore en rajoutant des trains. On donnait l'exemple de PSA qui rajoute des trains, par exemple, pour gérer le software, le hardware et l'électronique embarquée. Il peut avoir ces trains ajoutés peuvent être de différents types, comme je viens de dire, ou aussi ça peut être les suppliers qui peuvent ne pas être agiles. Et SAFe propose de dire comment travailler avec ces fournisseurs qui ne seraient pas agiles. Une remarque, c'est que SAFe, l'unité de temps pour travailler en SAFe, c'est ce qu'on appelle un programme incrément, un PI, qui est représenté par 5 sprints. C'est le temps sur lequel les équipes vont s'engager pour faire sur des objectifs pour ce temps donné. Et on va s'organiser ces objectifs, définir ces objectifs autour d'une réunion phare, star de SAFe, qui est le PI Planning, qui ressemble un petit peu à ce que tu décrivais sur la création des équipes. Dans le PI Planning, on met tout le train, donc de 50 à 125 personnes, dans une grande salle pendant 2 jours. Et à la fin, il en sort les objectifs et la gestion des dépendances, ce qui est très important dans SAFe. Au contraire de Spotify, on disait on fait en sorte qu'il n'y ait pas de dépendance. Dans SAFe, on part plutôt du fait qu'on va gérer les dépendances énormément. SAFe propose aussi une gestion de portfolio. Donc
La portfolio, c'est la gestion des investissements de l'entreprise par rapport au STEM stratégie, par rapport à la stratégie de l'entreprise. Et pour gérer ces investissements, on va utiliser un lean budget. C'est-à-dire, au lieu de faire un budget annuel en disant qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, et d'accord, si on fait ça, j'investis ça. L'idée, ça va être plutôt de dire j'investis, je donne une capacité à chacun de mes trains, à chacun de mes chaînes de valeur, et je décentralise la décision de ce qui est fait au niveau de ceux qui savent le plus et qui réalisent le train. Ça permet de réagir beaucoup plus vite au marché. Ensuite, pour finir, parce qu'on ne va pas passer trop de temps sur SAFe non plus, SAFe propose une implementation roadmap. Comment mettre en place SAFe dans une entreprise? On a vu, ça touche énormément d'équipes, ça touche le product management, ça peut même toucher plusieurs trains dans l'entreprise, et ça peut toucher la gestion du produit, la gestion des produits. SAFe propose une roadmap, une implementation roadmap qui va mettre en place un LACE, un Lean Agile Center of Excellence, qui va être au service dans l'entreprise pour faire cette transformation. SAFe a partagé ses valeurs, ses principes. Il s'appuie sur le manifeste agile, sur les valeurs du Lean, et il partage ses propres principes. Prendre toutes les décisions à partir d'un point de vue économique. Penser système, c'est vraiment du Lean, c'est penser qu'on développe un produit et que c'est l'ensemble qui fait le produit. Je ne vais pas tous vous les citer, parce qu'on n'est pas en formation. L'idée ici, c'était plutôt de dire, mais pourquoi SAFe partage ça? Ils sont comme nous, ils savent que les frameworks, il faut les adapter au contexte. Aucune entreprise va l'utiliser exactement comme dit le livre, comme dit la formation. Et par contre, comment évoluer tout en restant agile, vu que c'est nouveau? Ce que SAFe dit, c'est que si votre évolution suit ces principes-là, c'est que vous évoluez de façon agile. Scrum of Scrum. Alors le schéma est simpliste, comme disait Stéphane, il est très ancien, mais c'est quand même, d'après Version 1, le deuxième le plus employé. Donc Scrum of Scrum, c'est très simple en fait, c'est de dire que chaque équipe travaille en Scrum. Après, elles ont besoin de se synchroniser parce qu'elles travaillent sur des sujets communs. Alors on va organiser des Scrum of Scrum, des réunions où une personne de l'équipe va y aller, facilité par un des Scrum Masters, et donnera l'opportunité aux autres équipes de réagir par rapport à ce qui se passe, pour gérer les dépendances. La différence surtout, c'est que les PO de chaque équipe travaillent eux-mêmes en Scrum. Et il y a un chef des PO ou un product owner des product owners qui définit la vue globale de l'ensemble des produits ou du produit. Donc on a mis dans une catégorie outsider des modèles qui ne sont pas forcément très utilisés en France. Ou du moins, on nous les demande moins souvent. On a vu, alors si je mets Scrum de côté, parce que Scrum de Scrum, c'est comme Scrum, il n'y a pas de notion vraiment de culture derrière, c'est une manière de faire. Les autres ont des aspects culturels très forts, des principes, des manières de voir les choses très puissantes, très impactantes sur l'organisation, sur la culture de l'entreprise. Ici, on a Nexus. Nexus, donc Scrum.org. On va voir qu'il y a quand même une petite guéguerre des Scrum Alliance, Scrum.org. Enfin, il y a du business derrière ces modèles, bien entendu. Scrum.org, c'est quoi? Finalement, si on regarde de près, c'est du Scrum de Scrum à peu de choses près. Scrum de Scrum, on le retrouve finalement dans tous les frameworks. La spécificité de ce modèle-là, c'est cette équipe d'intégration. Dans SAFe, il y a presque la même chose, System Team. C'est une équipe, alors, elle se nourrit des équipes, c'est-à-dire qu'elle va chercher des volontaires dans les équipes pour monter les référentiels de test, les référentiels d'intégration continue, de déploiement, etc. C'est assez unique, assez innovant, dans le sens où le fait de faire venir des gens, des équipes dans cette équipe pour travailler sur des sujets transverses, quand ils reviennent dans les équipes, il n'y a pas besoin de convaincre. Ils sont au sein des équipes, ils expliquent, ça vient des équipes. On arrive à faire l'équilibre entre architecture intentionnelle et design émergent, par ce biais-là. Ensuite, Scrum at Scale. Alors, Scrum at Scale, c'est la Scrum Alliance. C'est la deuxième version de leur modèle. Avant, il n'y avait qu'une boucle avec 3 trucs à l'intérieur. Ils ont essayé de faire ça un petit peu différent. On retrouve des choses très habituelles, avec du release planning, qui peut être mis au même niveau qu'un PI planning. 2 éléments clés. L'Executive Action Team, qui est côté cycle Scrum Master, qui parle du comment on fait les choses.
et l'exécutif Metascrum qui est plutôt côté Product Owner qui va dire qu'est-ce qu'on veut faire. Okay. Et c'est ça qui va nous structurer. C'est les petits éléments qui ensuite vont nous permettre de façon un peu fractale de structurer notre organisation avec des équipes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir plugger comme ça les équipes les unes aux autres, avec à chaque fois un couple entre équipe Scrum Master et équipe PO. Il y a le terme exécutif, donc il y a du management dedans, il y a de la responsabilité, et c'est à ce niveau-là qu'on va gérer à chaque fois les interdépendances, les choix, etc. Il faut savoir que Scrum Alliance est en train... Ah oui, je ne suis pas dans le champ. Scrum Alliance, via Luc Homan. Luc Homan, c'est celui qui a rédigé le livre Innovation Game. Ils sont en train de se rapprocher de la Scale Agile. Il y a des choses Scale Agile qui est le porteur du framework SAFe. Et enfin, le dernier outsider, DAD, Digital Agile, non, Discipline Agile Delivery. Ouais, à chaque fois, j'ai du mal. Scott Ambler, qui vient d'IBM, qui vient de Drup, qui a fait la version agile de Drup, on en retrouve. Moi, ça me fait surtout penser à la première fois que je suis allé sur le site d'XP. C'est à peu près le même niveau de marketing de la communication. On retrouve des phases. Il y a des choses très intéressantes. Cette phase de transition, comment, une fois que j'ai fini, qu'est-ce que j'ai à faire à la fin? Est-ce que je n'ai pas quelques petites itérations pour vraiment aller en prod? Il y a des choses intéressantes quand même. Et le dernier, qui est un peu en hors catégorie, Open Space Agility. Alors lui, son objectif, ce n'est pas de vous dire comment faire, c'est de chercher comment vous allez fonctionner. Très orienté sur le test and learn. Donc on va passer un certain nombre de jours à préparer des événements, des open space de plusieurs centaines de personnes. Ça peut aller jusqu'à 200. Ces open space avec des coachs, oula, j'ai failli tout lâcher, ces open space doivent nous permettre de définir, pendant les 100 jours qui restent, d'un point de vue itératif, qu'est-ce que je vais essayer. Je vais tester des principes, des pratiques de l'agilité, voir comment ça impacte mes équipes, qu'est-ce que j'apprends. Et équipe par équipe, on va voir comment s'approprier l'agilité à l'échelle, comment on peut gérer les interdépendances. C'est juste une manière de construire son mode de fonctionnement en partant de quoi ? De sa culture en place, peut-être de ses expériences agiles. Tout l'enjeu ici, c'est que les coachs, la manière de gérer les tests ait un impact sur les équipes et sur le leader. Comment je vais pouvoir un petit peu décaler les gens. Et à la fin, 30 jours pour débriefer, avec une posture de coach qui s'efface complètement pour créer un vide, faire en sorte que les équipes deviennent plus autonomes. Voilà. On allait super vite. Il y a beaucoup de choses. Des choses communes, des choses différentes. Mais comment choisir? Faut-il choisir? Alors, vous vous souvenez de ce que je vous avais montré? En fait, ça touche un peu partout. Je ne vais pas tous les détailler. Ils se concentrent là-dessus, sur la gestion des dépendances, la plupart. Ne sont pas tous égaux sur est-ce que je libère le choix en termes de fonctionnement des équipes, est-ce que j'impose des feature team ou pas, etc., etc. Ce petit slide nous permet de voir, ok, si je choisis tel framework, où est-ce que je vais avoir des impacts? Et on va voir que SAFe, qui est le plus complet, c'est quand même celui qui impacte partout. Alors on a vu on a vu ce qu'adressent les frameworks et les principales difficultés. Et version 1, encore une fois, nous indique que les plus grosses difficultés rencontrées sont sur la culture organisationnelle, la résistance au changement, l'adaptation du management, du sponsorship. Alors, et on l'a dit précédemment, les frameworks, en fait, on arrive toujours à les adapter. Il n'y a aucune entreprise qui dit qu'il l'a implémenté from the book. Elles disent toutes, à un moment donné, « Ah mais oui, mais nous, chez nous, ça ne marche pas. Chez nous, il nous faut des rôles supplémentaires. Chez nous, cette cérémonie, on ne va pas la faire pareil ou on ne va pas la faire, etc. » Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi une poire et une bouteille au milieu d'une présentation sur l'agilité. La question, c'est plutôt comment on met la poire dans la bouteille. Et pour ceux qui savent, en fait, on fait grandir la poire dans la bouteille au fur et à mesure du temps.
Et nous, ce qu'on va vous proposer de faire, c'est faire grandir votre agilité dans votre contexte avec vos collaborateurs. Et pour faire ça, on va s'appuyer aussi sur les travaux de Cutter et ces 8 étapes au changement qui sont résumées dans cette petite nouvelle si vous avez peu de temps à y consacrer. Ça résume bien les 8 principes. Alors, faisons grandir notre poire dans notre bouteille. Ce que nous proposons pour faire cela, c'est de créer une coalition de transformation. Une coalition qui va dire qui va donner la stratégie de comment l'agilité, et je parle bien d'agilité, va se répandre dans l'entreprise. Pour ça, on aura besoin d'un sponsor fort, légitime, avec une volonté forte d'y parvenir, et pas sur 6 mois ou 1 an. C'est quelque chose qui prendra forcément du temps. Ce sponsor, il va travailler... Ah oui, ce sponsor, il va dire « soyons agiles » et non pas « soyez agiles », mais vraiment s'impliquer dedans. Il va travailler avec des agilistes, des experts dans cette coalition. Et pour montrer l'exemple, ils peuvent mettre une Scrum Team, marcher sur de l'itération et intégrer les feedbacks qu'ils peuvent avoir. Cette coalition, elle va transmettre sa vision du changement, elle va communiquer, elle va définir sa stratégie et il va en découler des actions, des trainings, des propositions que pourra mener un centre agile, par exemple. Ce qui est important dans tout ça, c'est que ces actions, elles soient à destination de tous les gens qui interviennent sur la création du produit, de la création de valeur de l'entreprise. C'est-à-dire pas seulement les équipes, mais tout ce qui est aussi management. On a parlé beaucoup des frameworks se basent sur de l'innovation managériale, sur les RH par exemple, sur les parties prenantes, etc. Parce qu'en fait, un produit, c'est vraiment transverse en général à l'organisation et que ces principes-là doivent s'appliquer à l'ensemble de l'organisation. Et puis, vu qu'on veut faire cette transformation de façon agile, il faut absolument récupérer les feedbacks pour adapter au fur et à mesure du temps. Le feedback se récupère à tous les niveaux. Alors, on a vu rapidement, comment monter sa transformation et comment faire grandir sa poire dans sa bouteille. Là, on va voir comment ne pas casser la bouteille. C'est risqué, hein, dans cette métaphore, la bouteille, c'est l'entreprise, donc on ne veut pas mettre en péril l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir, nous, qui fait qu'une transformation peut échouer? Le sponsor invisible ou qui part au bout de quelques temps. Une présence de silos ou une défiance entre les silos. À la base, on fonctionnait beaucoup en silo. Si on conserve cette façon de faire, on se met en danger, surtout que ça aura encore plus d'impact à l'échelle. Une non-acceptation du coût de la transformation. Forcément, ça va coûter. On parle de méthode DevOps, on parle de tests, on parle de mise en production plus souvent. Forcément, ça a un coût de développement, ça a un coût pour commencer, ça a un coût. Donc ça va forcément ralentir, il faut en être conscient. Un manque de confiance et en la capacité d'autonomie et d'efficacité des équipes et du management. La confiance, c'est une des pierres angulaires de l'agilité, avec la bienveillance. Si on ne l'a pas, qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, on fait du command and control, on réduit l'autonomie des équipes. Si elles ne sont pas autonomes, on sait que c'est un facteur important de la motivation, intrinsèque de la motivation. Donc les équipes sont désimpliquées. Si elles sont désimpliquées, on produit peut-être moins bien, moins bonne qualité. Donc le command and control s'accentue et on rentre dans un cercle vicieux. Et le dernier, la croyance d'être agile à tort. Faire du Scrum, utiliser par exemple le daily meeting pour faire du command and control et vérifier tout est fait. Faire les sprint planning où l'équipe est censée donner son engagement et l'utiliser pour essayer de pousser le plus possible de fonctionnalités et qui sera au détriment de la qualité, parce que l'équipe va essayer de faire ses engagements qu'elle n'a pas voulu, va faire des raccourcis, on va diminuer la qualité ou des choses comme ça. Alors, on a parlé de qu'est-ce qui casse l'agilité. Maintenant, qu'est-ce qui fonctionne? Une belle bouteille avec une belle poire. Alors, quand on parle des réussites en agilité, souvent, le premier mot qui vient, c'est Google. Google, ils sont agiles. OK, on ne sait pas trop les méthodes qu'ils emploient. En tout cas, ils laissent le libre arbitre sur le libre choix à leurs équipes. Par contre, ils ont vraiment un sens de l'innovation. Ceux-là, ils le portent en libérant du temps à leurs équipes pour innover. Ils ont aussi des process qu'ils publient, le Google Design Sprint. Comment tester une idée en 5 jours? C'est-à-dire, on réfléchit à l'idée, on la prototype avec une petite équipe, et on la teste et on voit le retour. Et après, on commence à la développer si le retour est positif. Et puis leurs tests aussi, leur sorte de canary release. Ils ne mettent pas en production, surtout pour Chrome, s'ils n'ont pas testé sur 1% de leur clientèle. Ils mettent une fonctionnalité à disposition, ils regardent 1%, comment ils réagissent, si c'est bon, ils la gardent, sinon ils l'enlèvent.
il faut que j'aille plus vite. Netflix, c'est innovation managériale aussi. Ils ont décidé d'enlever toutes les règles qui limitaient les équipes, et ce qui a permis à Netflix d'être plus réactif. On rentre plus dans du concret peut-être, avec ING Direct qui a développé son propre framework, One Agile Way of Working. C'est basé sur du Spotify, mais ils intègrent aussi du SAFe, etc. Leur principe à la base, c'était on transforme toute l'entreprise d'un coup, on réduit les niveaux managériels de 7 à 4, et on donne la responsabilité aux équipes. Et chacun retrouve un nouveau rôle redéfini dans un framework interne agile. Saab Aéronautique, ils pratiquent de l'agilité depuis 10 ans. Ils font surtout du Scrum at Scale. Et ils créent l'avion de chasse aujourd'hui le moins cher du marché. Un facteur 50, je crois, quelque chose comme ça. Et enfin, parce qu'on est proche de Noël, Lego, eux sont basés sur SAFe. Et juste pour la petite histoire, SAFe, ils ont été accompagnés par Henrik Nyberg, qui est celui qui a popularisé le modèle Spotify. Donc, comme quoi, ce n'est pas qu'une histoire de framework, mais d'adaptation du framework. Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'il existerait un manifeste de l'agilité à l'échelle? Quelque part, oui. Première étape, avant de passer à l'échelle, pensez à ne pas y aller. Premier truc, finalement, alors je suis désolé, je n'ai pas retrouvé la source de tout ça, mais quand on était chez Orange, on avait un leitmotiv qui était de dire une équipe de 5 personnes ne met qu'une semaine de plus à écrire 1 million de lignes de code par rapport à une équipe de 30 personnes. Donc parfois, plus petit, c'est pas plus lent. Mais par contre, c'est de meilleure qualité et ça crée beaucoup plus de, de motivation et surtout la gestion des dépendances est beaucoup plus simple. Bien entendu, collaboration, alignement sont les leitmotifs de tous ces modèles qu'on a vus ensemble. Et c'est centré sur le fonctionnel. On collabore et on s'aligne sur le fonctionnel et sur le design. C'est la clé. Sans ça, on va générer de l'insatisfaction, on va générer des problèmes. Accepter le changement n'est pas un objectif, c'est le moyen de mesurer que notre organisation d'agilité à l'échelle fonctionne. Si je vois que j'ai des freins à l'acceptation du changement, c'est que dans mon modèle, il y a quelque chose qui coince. Les incréments du produit, bien entendu, il n'y a que ça qui compte. Et donc, c'est un produit dans mon magasin qui est le seul moyen de vérifier si je suis efficace, d'avoir le feedback utilisateur. On va jusque-là. On n'est plus à mettre de l'IT en prod. C'est mon canapé, il est en vente dans mon magasin. Et ça nécessite de l'intégration continue à l'échelle. Et quand j'ai volontairement pas mis DevOps sur l'intégration continue, ça veut dire que hardware, firmware, software, carrosserie, plastique, tout ça s'intègre ensemble de manière régulière pour éliminer les problèmes d'intégration, parce que c'est toujours là que ça coince, c'est toujours aux interfaces. Avoir une vision économique, incrément de produit, vision économique, on met toujours en permanence les deux en même temps, et la qualité prime surtout. On est allé jusqu'à essayer de trouver quelques sujets. Ce qui ressort de tous les modèles, et c'est ce qui ressort d'une manière générale de l'agilité. L'amélioration continue, l'accompagnement du changement, l'excellence technique, comment le management s'intègre dans tout ça. ING Direct qui décide de réduire les couches, c'est pas un moyen de transformer le management, c'est de la pression pure et dure. Comment je manage différemment dans ces environnements-là? Et ça crée de l'innovation. C'est très très riche si les managers s'approprient cet élément-là et créent quelque chose d'innovant, leur propre référentiel agile. Cadencer, synchroniser, c'est pour gérer les dépendances. Confiance, transparence, l'alignement sur le business et travailler sur l'autonomisation. C'est là qu'on va pouvoir générer de l'innovation. L'innovation se crée au contact du client. Quelques éléments de conclusion? C'est toi qui commence, c'est ça? Ouais, vas-y. Allez, la première. Donc, utiliser un framework reste un élément sécurisant, mais aussi limitant. On le voit bien, parce qu'en fait, on a besoin de bien comprendre l'ensemble des frameworks. Parce que si on peut utiliser un framework au démarrage, comment je vais pouvoir piocher ailleurs? Comment je vais pouvoir m'en affranchir au bout d'un certain temps?
Les individus plus que les process, c'est ce que nous dit le manifeste agile. Les équipes doivent avoir la possibilité de visiter les autres frameworks et de les adapter à leur contexte. Si on les limite dans un carcan, forcément, on ne va pas avoir de l'innovation, on ne va pas avoir de l'adaptation au contexte. La culture. On a vu, la plupart des frameworks d'agilité à l'échelle ont leur propre culture. Est-ce que cette culture se marie avec celle de notre entreprise? Oui, totalement, pas du tout. Si on fait une grande phase de transformation de la culture, on va attendre des années avant que ça change quoi que ce soit, si ça change. Donc comment je vais arriver à trouver la marche la moins haute pour commencer, y aller et adapter, faire évoluer le tout? Et enfin, la dernière. Enfin, appliquer un framework, ça ne suffit pas à avoir les bénéfices de l'agilité. Parce qu'on ne fait pas de l'agilité pour faire de l'agilité, on fait de l'agilité pour des bénéfices qu'on a identifiés dès le démarrage. Il faut une vraie volonté d'appliquer les principes agiles à toute l'entreprise. Et cela, ça doit être mené par les leaders, qui doivent incarner ces principes, qui doivent même les pratiquer pour le mieux. Tout à fait. Voilà. Merci. Merci. On a du temps pour des questions quand même? Oui, tout à fait. Merci Cool. Isabelle, merci Stéphane. Vous avez des questions? Ouais. Prochain coup. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Yousri Soukri des ELS. C'était juste par rapport au slide d'avant. La conclusion et deuxième point, une excellente compréhension des frameworks nécessaires pour en utiliser un au démarrage. Ouais. En réalité, la question, c'est de savoir c'est qui doit en avoir la bonne compréhension pour le choisir. Est-ce que c'est le management au niveau IT, le top management dans l'entreprise, ou aussi dans la logique un peu d'empowerment des équipes, c'est les équipes aussi qui participent au choix des frameworks? Alors, on va y aller progressivement. On a parlé d'une coalition qui va driver le changement, qui va booster le changement. Il faut que celle-ci, déjà, s'approprie vraiment l'ensemble des frameworks et soit capable. On est en system thinking. Il y a un niveau de vision globale de l'entreprise qui est nécessaire pour savoir quel est le framework qui nous mettra le pied à l'étrier le plus facilement. Après, oui, les équipes plus tard, on est un peu en chouari aussi, il faut qu'on les fait essayer. Si 90% de l'entreprise est en Scrum, voilà. Par contre, si on a beaucoup d'hétérogénéité, Scrum, Kanban, etc., il va falloir qu'on trouve aussi un framework qui ne soit pas en opposition avec les habitudes des équipes. Donc je dirais que le groupe qui va mener le changement et qui a une vision globale a cette première responsabilité de dire okay, qu'est-ce qui va fonctionner le mieux chez nous. Et ensuite, on va travailler avec les équipes. Mais les équipes, ce qu'il faut, c'est qu'on ne leur rajoute pas de frein. C'est ça l'essentiel. Mais le drive va se faire en 2 temps. Vision système, et ensuite je redescends aux équipes pour l'appropriation. On forme énormément dès qu'on passe à l'agilité à l'échelle. Il faut que les équipes s'approprient le framework, ou les frameworks, si on en choisit plusieurs. J'ai répondu à la question? Ouais, c'est les individus qui créent la valeur. Il y avait une question ici. Bonjour. Bonjour. Il faut être au plus près. Ah. Plus près. Plus près. Super. J'aurais aimé que vous creusiez un peu la question de la culture. Ouais. Parce que vous dites ça doit s'adapter à la culture de l'entreprise. Alors est-ce qu'il est important de s'attaquer d'abord à la culture de l'entreprise, si on a quelque chose qui est très, j'utilisais des termes forts, hein, comme une société paternaliste, ou est-ce que finalement ça vient du bas? Ok. Pattern pratique. Est-ce que je change les pratiques pour changer la culture? Est-ce que je change la culture pour permettre des pratiques? Selon déjà les frameworks, vous avez peut-être pu constater qu'ils n'avaient pas tous la même approche. Ça, c'est un premier truc. En fait, si on prend Kotter, la culture et les pratiques sont des choses c'est des marches successives. Alors, soit je mets un petit peu de culture pour permettre une pratique, ou je mets une pratique pour permettre une culture, et les deux vont progresser en même temps. C'est pas la peine de faire des années de changement culturel. En plus, ça change rarement beaucoup si je ne change pas les pratiques au quotidien. Si j'ai une entreprise paternaliste, forcément, il va falloir que je construise par petits bouts. Enfin, on n'est pas sur le Big Bang à l'échelle. Surtout si on va faire un peu de test and learn par-ci, par-là.
créer des victoires rapides. Qu'est-ce que je peux essayer? Comment je peux vérifier que ça fonctionne bien dans mon contexte? Dans le choix du framework, peut-être que préserver les options, hein, s'il y a 2-3 frameworks qui me semblent intéressants, je teste des petits bouts par-ci par-là pour voir si ça se mélange bien, et ça descend au niveau des équipes. La culture, elle se travaille pas que tout en haut, elle se travaille tout en bas, elle se travaille partout dans toute l'entreprise. Donc c'est là où la coalition elle doit être bien formée, parce qu'il faut qu'elle ait conscience que la culture va changer petit à petit, au fur et à mesure des pratiques, ou inversement, les pratiques vont changer au fur et à mesure de l'évolution de la culture. Donc il n'y a pas alors je suis très orienté systémique au sens Palo Alto, donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, toujours, en même temps. Oui, c'est pour ça que dans la coalition, on inclut aussi tous les leaders et qu'on veut qu'ils pratiquent l'agilité pour justement être les porte-parole après dans leurs équipes et montrer l'exemple. Mais en effet, la culture, elle va changer après, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. C'est les pratiques, les feedbacks qu'on va incorporer dans les frameworks qui vont faire évoluer la culture. On a répondu à ta question? Une dernière question. Ouais. Un autre framework qui peut paraître aussi minoritaire, il y a quelque chose qui pousse un petit peu en ce moment, c'est tout ce qui est allocratie. Ouais. Le positionnement par rapport à ça. Je fais un global avec tout ce qui est un peu derrière l'entreprise libérée. Ça va Là, on est plus proche. Il y a de la pratique, de l'organisation, il y a du changement culturel. C'est beaucoup plus impactant en termes de culture que tout ce qu'on a vu là encore, que ces frameworks-là. C'est vrai qu'on aurait pu le mettre dedans. On a souhaité le mettre de côté parce que tout le mouvement déjà parce que nous, chez Xebia, c'est pas quelque chose sur lequel on va. C'est une démarche. En général, les entreprises qui vont sur ces éléments-là ont déjà la culture qui les amène à. Elles ont fait une prise de conscience qui les amène à aller vers les holacraties, sociocraties, tous ces éléments-là. À chaque fois qu'il y a eu des décrets, on va sur l'holacratie, à chaque fois j'oublie son nom, Zobrist, qui a un petit peu poussé au bulldozer en laissant partir tous ceux qui n'étaient pas d'accord. Aujourd'hui, on voit que ça ne s'est pas ancré vraiment, ça tient difficilement. Donc là, pour le coup, l'holacratie, l'entreprise libérée, c'est vraiment une histoire de culture. Et si la culture de l'entreprise n'est pas prête, s'il n'y a pas l'urgence nécessaire pour la prise de conscience d'aller vers, et il y a beaucoup d'entreprises paternalistes des fois, parce que le paternaliste en question s'en va, ils se disent on est démunis, c'est parfois une solution intéressante. Donc on est vraiment dans des moments charnières très très forts, et ça rentrait pas dans ce cadre-là, on s'est dit. Voilà. Et puis finalement, l'allocratie met beaucoup de règles en place. Ah oui, c'est il y a vraiment beaucoup de règles, gouverné par le process. Ouais. C'est bon? Merci beaucoup, bon Merci. courage. Au revoir.